Bonsoir. Paul Biya a prêté serment le 6 novembre 2018 pour un 7e mandat. Un mandat plein de défis dont le moindre est le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Mais au-delà, les questions économiques et sociales sont au centre des préoccupations des Camerounais au moment où certains candidats à la dernière élection présidentielle campent sur le rejet des résultats. Soutenu en cela par une partie de la diaspora camerounaise qui a lancé des mots d'ordre de protestation dans leur pays d'accueil. Face à ces défis, quels sont les leviers à activer par le président réélu pour redonner confiance et poursuivre la construction du pays? Simon Pascal Alain Andy est analyste politique, responsable des affaires politiques aux Nations Unies, diplômé des sciences politiques, relations internationales et études stratégiques de l'Institut des relations internationales et de stratégie de Paris, ancien assistant du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, membre du groupe de travail sur le désarmement. Je précise également que vous avez été, puisque c'est mon invité de ce soir, recruté comme principal collaborateur de Mme Chalk Work Zewde, qui est aujourd'hui la première présidente de l'Éthiopie et la seule femme chef d'État en Afrique. À l'époque où elle vous a embauché, elle occupait la fonction de représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RCA. Fort de cette expérience, avec vous donc, nous allons analyser les enjeux de la réélection de Paul Biya, comprendre certains mécontentements et scruter l'avenir à travers des ébauches de solutions. Dans la foulée, nous mettrons grandement en exergue au cours de cette émission l'initiative que vous lancez en vue de rappeler aux bons souvenirs des uns et des autres l'importance de la paix pour un pays qui veut se développer comme le Cameroun. Baptisé les jeudis de la paix, Simon Pascal Alain Andy nous en déroulera les grands axes au cours de ce programme. Et je l'ai dit, c'est d'ailleurs l'invité de ce soir. Bonsoir Simon Pascal. Oui, bonsoir Divita, et content de te retrouver encore une fois. Ben, vous le dites, je suis également heureux de vous revoir parce que c'était le 7 décembre 2017 qu'on a fait comme une analyse prospective de la situation du pays. Décembre 2017, on en était à un peu plus d'un an, des remous au niveau du nord et du sud-ouest. Il y avait également cette menace de la dévaluation qui pesait à l'époque. Et aujourd'hui, vous vous dites, au regard de l'évolution de la situation, vous aviez un regard juste? Je dis qu'il y avait quand même une certaine prescience dans les analyses que nous avions formulées à l'époque, à savoir qu'il faut évidemment se poser la question de savoir si l'élection comme modalité de dévolution du pouvoir est vraiment la technique ou la technologie qu'il nous faut pour des sociétés comme les nôtres qui sont fragmentées, fragmentaires. Vous savez que, bien sûr, il y a un besoin énorme de démocratie, mais en même temps, l'élection, dans des contextes de sociétés fragiles, exacerbe les antagonismes, renforce les factionnalismes et polarise encore un peu plus une société qui n'est pas encore arrivée à maturité. Et donc c'est dans ce sens-là que j'ai toujours pensé qu'il nous fallait peut-être un moratoire pour réévaluer un peu la façon que nous avons un peu comme ça à l'aveugle de conduire nos sociétés. Et je pense que j'avais donné l'exemple du Kenya, du Gabon, partout où les élections se déroulent en Afrique. En Côte d'Ivoire, ça finit dans le chaos et la désolation. Et le Cameroun fait malheureusement partie de cette longue cohorte. Pour faire clair, la formule de démocratie implémentée en Afrique n'est pas forcément la bonne. En revanche, que diriez-vous? Non, je ne dis pas qu'elle n'est pas la bonne, mais je dis qu'elle, manifestement, c'est un fiasco un peu partout où ça se déroule. Et c'est d'ailleurs un fiasco qui est renforcé par une société internationale pour laquelle l'élection est devenue une sorte de cocaïne. On avait développé avec des amis à New York, au Canada, l'élection comme une théorie de crack cocaine. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé la cocaïne, mais elle a ce pouvoir. Je le dis tout de suite. Elle a ce pouvoir de vous faire planer, mais que par la force de l'habituation, elle finit toujours par vous tuer. Donc la société internationale a un peu développé cette habitude qu'à chaque fois qu'on est affronté à une question sociétale extrêmement difficile dans un pays,
de plaquer l'élection sur les problèmes et donc de s'en sortir en pensant que le processus électoral en lui seul allait réparer des sociétés qui sont extrêmement endommagées. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il nous faut à l'échelle africaine réfléchir vraiment comment est-ce que nous allons réorganiser nos sociétés. Et je dis tant que nous aurons des constitutions fondées sur la constitution de 58, je ne pense pas qu'on ait une seule chance de s'en sortir. Nous sommes quand même un pays, et là il faut redevenir sérieux pour le Cameroun, parce que je pense que demain la diversité doit être le socle philosophique de notre nouvelle identité nationale. Nous sommes quand même le seul peuple en Afrique au sud du Sahara à avoir inventé une civilisation écrite, Bamoun. Je viens d'un peuple qui a le Mbok, qui a une compréhension cosmogonique de l'univers, qui régente presque tous les aspects de la société. Et je pense que le jour où on commencera effectivement à s'appuyer sur ce que nous avons dans notre passé, à travers cette passerelle entre la génération que j'appelle de mes voeux, parce que vous savez que nous vivons une époque maintenant au Cameroun où on a tendance à excommunier les vieux, et la vieillesse est devenue une maladie, mais je dis assez souvent, même quand je parle dans des amphis, que la jeunesse est la seule maladie dont on est sûr de guérir. Et nous venons d'une Afrique qui a une tradition d'honorer les anciens. Ça ne veut pas dire que j'adoube la suffocation gérontocratique sur laquelle nous sommes en train de ployer et avec laquelle il faudra effectivement trouver une solution. Mais nous ne devons jamais perdre ce lien avec nos anciens de manière à ce que nous puissions construire une société de la prospérité, une république du bonheur et de la lumière que j'appelle de tous mes vœux. Alors vous revenez sur les constitutions de 58. Quels sont les axes fondamentaux éventuellement qu'il faut peut-être revoir, revisiter? Non, je dis que nous sommes dans la post-colonie tombés dans ce mimétisme-là un peu trop rapidement et donc avec des concepts rabâchés que nous n'avons pas suffisamment assimilés, mais dont nous n'avons pas posé la question fondamentale de savoir si c'était les outils qu'il fallait pour nous conduire vers le développement. Parce qu'en fait, il faut simplifier les choses. La question fondamentale de tout temps qui se pose à nos sociétés, c'est de savoir comment nous allons faire en sorte que nos populations sortent de la pauvreté, jouissent du bonheur, puissent s'épanouir et puissent s'éclore. Il n'y a pas d'autre chose. Et donc, ce n'est pas à travers des textes législatifs. Je voyais dernièrement dans des discussions assez dures, des gens parlaient de la diaspora et la nécessité de les exclure parce que les textes ne sont pas encore prêts. Mais quand vous êtes né dans votre village, est-ce qu'il y a une législation qui fait de vous membre de cette tribu? Donc ça devrait être un droit inaliénable. Et donc nous sommes ici dans un cadre où nous devrions toujours penser à rassembler le plus grand nombre d'entre nous autour du projet humain, de notre humanité commune, pour savoir comment nous avançons. Et je ne pense pas que nous sommes arrivés à un tel déficit d'intelligence, un tel déficit d'imagination que nous pensions aujourd'hui que la Constitution de 58 française est l'horizon indépassable de l'organisation de la société politique dans notre pays avec la richesse de la diversité culturelle, historique, philosophique. Je ne parle pas seulement du Mbok, mais je pense que dans d'autres espaces culturels de notre pays, il existe ce savoir-faire de l'organisation sociétale qui nous permettrait donc de définir les priorités en fonction de ce que exigent nos besoins de développement, non pas à travers des slogans creux et tout ce verbalisme creux autour de l'émergence, autour de tous ces slogans que nous avons l'habitude toujours de répéter après les autres sans avoir examiné le bien fondé et l'adéquation avec les nécessités du moment. Mais il va sans dire que ceux qui ont intérêt, peut-être la métropole d'hier, ou alors leur soutien, ne vont pas se laisser faire aussi facilement. Je veux dire que si l'Afrique a tardé 60 ans, un peu plus au-delà des indépendances, à y arriver, c'est dire qu'il y a encore des blocages qu'il faut véritablement surmonter. Oui, mais moi, je ne pense pas que... je ne suis pas de ceux qui pensent que l'Occident, c'est notre ennemi. Je pense que notre ennemi, c'est le sous-développement. Notre ennemi, c'est l'absence de cohésion. Notre ennemi, c'est l'absence de solidarité et de fraternité qui sont pourtant les fondements de nos sociétés. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas revisiter cette rencontre polémique avec l'Europe. Et il faut l'examiner sans complaisance.
Parce que tant que nous n'aurons pas réhabilité même l'histoire, les périodes les plus créatrices de notre histoire, je parle de 45 à 60, tant que nous continuerons de jouer avec ces symboles, je ne pense pas que nous puissions nous inscrire dans la longue durée comme une société gagnante, comme une société stable et mature qui avance vers la prospérité. Tant qu'on continuera d'avoir comme grande avenue de Gaulle, tant qu'on aura des anciens colons qui trônent sur des chevaux sur nos places nationales, je ne pense pas que nous soyons en mesure de dire que nous avons choisi la voie du succès. Toutes les sociétés fonctionnent en rétablissant cette vérité historique et en se réconciliant avec leur passé. Et quand nous regardons notre passé, même s'il est plein de douleurs, il y a de quoi être fier. Nous avons eu ici des gens qui se sont levés pour revendiquer notre appartenance à la société humaine, à la famille humaine, et ils l'ont fait avec un brio et une maestria dont nous devrions être fiers. Et nous devons être d'autant plus fiers que nous sommes une société civilisée, parce que vous savez qu'en 1940, la France est écrasée. L'élite française rentre dans la collaboration, et c'est ici, en 1940, que De Gaulle vient chercher de l'aide. Et l'idée qu'après avoir aidé la France à se libérer, qu'ils vont nous faire une guerre atroce, brutale, meurtrière, barbare pendant de nombreuses années, est quelque chose qui doit interroger nos intelligences. À savoir, la question fondamentale aujourd'hui, c'est qui réellement qui est le barbare. C'est-à-dire que lorsque j'ai apporté un effort pour ta libération, dans l'effort de guerre, est-ce qu'il est normal que ce que nous avons subi et ce que nos parents ont subi ait pu avoir lieu sans qu'il y ait même une certaine forme de reconnaissance, ainsi de suite. Mais nous ne pourrons pas nous reconstruire dans le ressentiment. Nous ne devons pas nous reconstruire en nous opposant à des ennemis. Nous devons avoir cette mémoire comme une luciole qui nous permet de baliser notre voie vers la prospérité. C'est-à-dire que nous avons une mémoire courte de la haine, nous n'oublions pas, mais nous ne sommes pas affectés. Et d'ailleurs, c'est une particularité africaine. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Sans Mandela, et la vie ensemble dans cet état-là n'aurait pas été possible. Et je pense que cette mémoire courte de la haine, qui est le propre de nos sociétés, est le cœur même de la civilisation. En d'autres termes, reprendre la bataille de ceux qui ont lutté pour les indépendances en Afrique, Lumumba, Umyobe, peut-être Mandela. Non, nous ne sommes plus à des batailles de ce genre-là. Je dis simplement qu'ils doivent être réhabilités, que nous devons avoir cela en mémoire, mais ce n'est pas le lieu de reconstruire des batailles aujourd'hui avec des sociétés qui défendent leurs intérêts. Nous devons aussi être capables, avec les ressources humaines incroyables que nous avons, de construire des sociétés qui peuvent se défendre et défendre un projet et qui est celui uniquement d'assurer la prospérité du plus grand nombre. Et c'est dans ce sens-là d'ailleurs que j'inscris les Jeudis de la paix en ce moment précis où notre pays traverse un moment qui revêt un réel caractère de gravité, où le basculement dans les holocaustes sanglants et les souffrances qui s'ensuivent sont un risque réel. Justement, vous m'empruntez pratiquement à la prochaine question. Je veux dire qu'on assiste au regard de tout cela donc à un certain nombre de phénomènes, l'exacerbation du tribalisme, le rejet des autres dans des pays en construction qui ont besoin d'unité, de paix. Ça pose quand même un problème fondamental. Oui, mais je pense que beaucoup de Camerounais croient que la guerre, c'est un gadget vidéo, c'est un vidéo gadget que l'on voit à la télé. Et alors, ils ont vraiment envie de l'essayer. Ils ont envie d'essayer parce que pourquoi est-ce que ça serait la propriété exclusive de la Somalie et pourquoi pas celle du Cameroun? Mais je dis que c'est une pensée dangereuse. La guerre n'est pas un dîner de gala. Au cours des 18 dernières années, j'ai eu la possibilité d'aller sur de nombreux théâtres de guerre. Et vous avez vu l'un après l'autre des pays être disloqués par des factionnalismes, par des nationalismes, par l'exacerbation des rivalités tribales et de la Yougoslavie, de la fragmentation de la Yougoslavie. Et même en Belgique aujourd'hui, on assiste à la montée d'un certain tribalisme. Mais je pense que je dois rester optimiste parce que les forces centrifuges qui sous-tendent notre société
me semble encore existante et en vie. Et que ces pulsions-là sont peut-être juste la résultante de ce que Achille Mbembe appelle les maladies de la tyrannie. Parce que lorsque vous voyez ce que j'appelle le vortex de rudimentarité, où l'insulte est carrément devenue démocratique et un mode d'exister, et que nous avons en permanence des gens qui sont presque des ventilateurs géants de cette chose-là qu'ils ventilent dans l'atmosphère. Et ce sont ces ventilateurs géants de la nocivité et de l'horreur. Et c'est l'agrégation mathématique qui produit l'horreur que l'on a ensemble. Et donc il s'agit maintenant de court-circuiter au niveau des incivilités, ces ventilateurs-là, de les débrancher pour que nous puissions construire sereinement une société qui est beaucoup plus civile. Je suis même pour qu'il y ait des cours pénales spéciales pour l'incivilité un peu partout et qu'il y ait une tolérance zéro pour tout ce qui est incivilité et d'autant plus puni quand ça vient des forces de l'ordre. Mais nous ne pourrons pas nous en sortir, nous ne pourrons pas construire une société harmonieuse si nous nous agressons les uns les autres, si pour des raisons d'obédience politique, nous ne pouvons pas trouver la civilité nécessaire pour avoir un échange d'arguments sains, nous ne pouvons pas nous développer, nous ne pourrons pas nous propulser en avant. La propulsion, c'est la droiture, non? C'est pour ça qu'on dit la vertu. C'est la droiture. Et on a besoin d'attaquer, quand vous voyez des sociétés comme Singapour, vous pissiez dans la rue, on vous arrêtait pour ça. Vous balanciez une peau de banane dans la rue, on vous arrêtait parce que quand vous êtes dans cette attitude-là, vous n'êtes pas dans l'attitude de la communauté. Et je pense que le Cameroun a atteint un paroxysme de rudimentarité dans les rapports interindividuels et qu'il est impératif que même un arsenal législatif spécifique et spécial soit mis en place pour que nous retrouvions le sens du vivre ensemble. Et puisque nous sommes dans le sillon, ça me rappelle que vous avez écrit un article sur François Fillon oui. et la colonisation à la Tribune de Genève. Oui. Non, j'avais été invité par la Tribune de Genève parce que moi, j'avais écouté un peu comme ça François Fillon venir au Cameroun soutenir Mordicus, que l'armée française n'a commis de crimes dans ce pays, ce qui était une insulte inadmissible et vraiment une goujaterie d'une abjection indigne d'un homme d'État. Et donc, il m'avait semblé que la Tribune de Genève étant un peu le journal que lisent ceux qui font et défendent les grands de ce monde, et qu'il fallait lui répondre par ce canal. Et donc, la rédaction m'avait donné l'opportunité de faire un élément pour rappeler que la colonisation était effectivement une barbarie et que, comme disait Voltaire, ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités vous feront commettre des atrocités. Alors, je voudrais également revenir, on l'a dit à l'entrée de l'émission, avant qu'on ne parle de votre concept, les jeudis de la paix, sur, j'ai failli dire votre promotion, ce recrutement par la désormais présidente de l'Éthiopie, la première présidente, premier chef d'État africaine, dont vous avez d'ailleurs écrit le discours de prestation de serment. Un moment fort, hein. Oui. Le Cameroun, j'ai failli dire au sommet de l'Afrique. Oui, non, pas au sommet, mais je dis, bon, quand elle prêtait serment en Nairobi, j'avais écrit, mais c'était dans mes prérogatives. En tant que conseiller principal, on appelle special assistant, c'est-à-dire qu'il y a un corps d'analystes politiques dont le rôle, c'est de conseiller les top échelons. Et le rôle, c'est vraiment de centraliser à partir de toutes les subdivisions techniques l'ensemble des informations et de les synthétiser pour voir quelles sont les priorités qui doivent être portées à la connaissance de la hiérarchie. Je dis simplement qu'elle avait le choix dans le pool parmi d'autres personnes et qu'elle a porté son choix sur moi. J'ai été heureux de travailler avec elle, une dame esquisse qui n'était peut-être pas forte en thème, mais elle avait le sens de la justice. Elle avait la droiture et lorsqu'elle prenait les décisions, c'était après délibération et tout le monde savait qu'il avait eu son mot à dire. On a souvent eu des différends, même quand on voyageait à New York. Elle me disait toujours sur un ton que les habits de conseiller spécial étaient trop petits pour moi, mais que je devrais savoir que ceci est un banc et non, ceci est un siège, un fauteuil et non pas un banc.
et qu'il n'y avait pas de place pour nous deux. Et donc, c'était par rapport à cette tendance que j'avais de revoir un peu, enfin de donner des conseils sur un certain nombre de décisions. Mais c'est important qu'une femme devienne aujourd'hui présidente de l'Éthiopie. On a besoin de milieux. Il y a beaucoup de jeunes filles aujourd'hui qui peuvent regarder cela aussi comme modèle. Et j'ai toujours eu la chance de travailler aux côtés des femmes dont le leadership fondé sur le principe a été une source profonde d'inspiration pour moi. Donc je suis heureux pour elle. Et comme elle a inscrit son action dans la paix, j'espère qu'elle viendra pour le jeudi de la paix au Cameroun comme invitée spéciale. Vous connaissez le pays, l'Éthiopie, oui, dont on sait quand même qu'il part de loin, qui a oui, su se remettre, et qui désormais évolue sur le chemin du développement. Vous connaissez la dame, vous y voyez une paire harmonieuse, vous pensez qu'elle sera à la hauteur de la tâche? Bon, je pense que le rôle est taillé sur mesure. Elle a d'abord été une grande diplomate. Elle était même ambassadeur d'Éthiopie en France. Et je pense que la transition depuis la disparition de Meles Zenawi, la trajectoire politique de l'Éthiopie convient tout à fait à une dame de cette qualité-là. Je crois qu'elle va contribuer de manière décisive au rayonnement de l'Éthiopie. Elle en a l'étoffe, elle en a l'expérience et surtout je le lui souhaite. Alors le jeudi de la paix, avant de nous évoquer le concept, quand vous faites l'analyse au jeudi du Cameroun, l'analyse sociopolitique, d'ailleurs au moment de la prestation de serment, qu'est-ce que vous y voyez? À quoi ressemble le Cameroun aujourd'hui? Dans sa multitude, dans sa diversité, dans sa structuration? Et oui, le Cameroun, c'est un pays riche de ses individualités, mais il n'a pas encore su mettre en place un mécanisme de mise en musique de ces individualités qui sont d'une incommensurable richesse pour les inscrire dans la dynamique de développement. Et je crois que c'est le seul problème. Donc le pays a, quel est le système, quel est le mécanisme, quelle est la technique que nous allons développer pour la captation de toutes ces intelligences à tous les niveaux pour inscrire notre pays dans une mouvance ou dans une posture de propulsion en avant. Et vous ne direz pas que c'est ça qui explique les divers conflits que l'on voit, Oui, les incompréhensions? Les conflits, c'est que la société est encore immensément immature. Et donc, il va falloir continuer d'avoir un apprentissage de la société politique idéale dans laquelle nous devons vivre, mais ça passe aussi par la construction de programmes éducatifs qui sont à la hauteur des enjeux de développement. Je discutais avec un ami avant-hier en Belgique sur les gens qui font un peu les thèses de doctorat sur la virgule chez Cicéron. Même si ça peut avoir de l'intérêt au niveau de la littérature, on a des enjeux comme la géologie. On a un sol qui est immensément riche et nous devrions avoir des pôles de développement essentiellement consacrés à ça, parce que je pense que si beaucoup d'Africains savaient ce qu'il y avait dans notre sous-sol, personne n'irait se faire dévorer par les requins dans la Méditerranée. Alors, les jeudis de la paix, d'abord, c'est quoi le concept? Les Jeudis de la paix, c'est un concept qui est né dans le tumulte et le fracas des bombes à travers tous les théâtres de conflits sur lesquels, auxquels j'ai participé. Et vous savez que la première victime, lorsqu'il y a le conflit, lorsque la guerre s'installe, disons que la première conséquence, c'est la peur. Tout le monde est erré et c'est une force nocive d'une incroyable force négative, enfin d'une incroyable potentiel négatif qui fait que la vie normale telle qu'on la connaît s'arrête. Et donc tout le monde restait cloîtré chez lui et ça veut dire que les échanges humains normaux tels qu'on les connaît n'existent plus. Et c'est comme ça que ce que nous appelons en anglais societal breakdown arrive. Et quand vous avez ça, il y a un peu une digression ou un retour vers l'animalité, puisque les hommes ont cessé d'être humains, qui autorisent donc toutes les cruautés et toutes les exactions que
que l'on peut voir. Et c'est dans ce contexte que j'avais donc créé ce concept. Bon, à New York, on le faisait dans un contexte différent. En Côte d'Ivoire, on le faisait, mais dans des zones particulièrement avec une forte production d'hémoglobine, on a pensé qu'il fallait faire sortir les gens, notamment au niveau de l'élite qui était dans le pays et qui vivait de manière, qui était en sillon, pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils parlent de la paix et qu'ils essayent de construire ensemble un discours positif sur la manière de remettre de l'ordre dans ce désordre qu'avait créé la guerre. Et quand nous avons commencé à le faire, nous l'avons fait, c'est-à-dire par rapport à l'extraordinaire laideur de la guerre, opposé par contraste une agrégation, une association du beau, qui élèverait donc la société vers un mieux-être, vers une stabilisation sur la longue durée. Donc voilà un peu le jeudi de la paix, c'est un contraste entre la laideur et la beauté, entre la mort et la vie. Et c'est dans ce contexte que nous avons reçu beaucoup de grandes personnalités internationales qui sont toujours des invités surprises. Mais pour faire sortir les gens en temps de guerre de leur maison, il a fallu bien proposer une dégustation de vin de haut niveau parce que sinon personne ne venait. Et donc ce n'était pas un attrape-nigo, mais comme on dit in vino veritas, c'est que, comme je dis assez souvent, de tous les breuvages qu'il existe sur la surface de la terre, Jésus a bien choisi le vin pour transformer l'eau en vin, mais pas en vodka ni en whisky. Donc il doit bien y avoir dans le vin une sorte une sorte d'union avec notre univers, puisque même la messe, le point fort de la messe, c'est le sang, la communion des saints. Mais pour rester dans le sérieux, nous pensons que dans toutes les sociétés qui sont fracturées, il faut retrouver et recentrer les choses sur un projet humain. Qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous amène ensemble? Et dans cette période particulière où mon pays traverse un moment difficile, il m'a semblé plus qu'impératif de venir essayer d'une façon plus ou moins modeste de contribuer à émettre une voix positive pour dire que nous avons encore une chance de recommencer et de construire un pays qui est l'envie du monde. Donc là, nous commençons le hashtag depuis du 22 octobre à midi jusqu'au 22. Peut-être avant de parler de l'implémentation du concept au Cameroun, oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée de comment ça se fait ailleurs, peut-être en Côte d'Ivoire? Oui, ok. Alors, par exemple, en RCA, qui est le dernier exemple, ça a été le marqueur sociopolitique de la transition, dans la mesure où, comme il n'y avait aucune activité, ni théâtre, ni cinéma, ni rencontre culturelle, donc c'est là que les gens se retrouvaient pour pouvoir aborder d'une manière informelle. Parce que quand vous mettez du formalisme dedans, ça perd de ce caractère de spontanéité qui lui est essentiel. Donc nous avions souvent réuni des ONG, la société civile, les capitaines d'industrie, les paysans, les infirmiers, à peu près tous ceux qui avaient une parole politique à émettre sur les conditions dans lesquelles on doit pouvoir construire une nouvelle paix. Et donc ces échanges-là se faisaient de manière informelle autour de la dégustation, et à 19h30, on a toujours eu un invité spécial, et c'est dans ce contexte-là que Mme Samba Panza, chef de l'État de la transition, est venue, d'ailleurs pour clôturer la transition politique et marquer le retour à la légalité constitutionnelle. Mais nous avons aussi organisé entre les deux tours un jeudi de la paix où nous avions convié les deux candidats arrivés en tête de liste. L'idée était de mettre en exergue des adversaires, mais dans une société politique apaisée, puisque la campagne politique avait été extrêmement rude et âpre, y compris très personnelle. Et il nous semblait donc, en termes d'optique pour la population, ce serait bien de voir les leaders mettre en avant l'intérêt supérieur du pays et travailler ensemble. Mais à New York, c'était surtout pour créer des liens beaucoup plus importants. On était 164 nationalités et il fallait donc une animation intellectuelle et
et surtout aussi permettre aux gens un maillage en réseau relationnel qui faciliterait plus tard le travail. En Côte d'Ivoire, on a essayé aussi de le faire, c'est toujours d'une façon informelle. Mais j'ai voulu pour mon pays faire vraiment quelque chose de spécial qui sort des sentiers battus, puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et au lieu de faire simplement une soirée, nous avons pensé qu'il est nécessaire de faire une campagne. Et cette campagne s'appelle #MyDreamsForCameroon. Donc on a un site sur Twitter et nous demandons aux gens entre le 26 octobre 2018 à midi et jusqu'au 22 novembre 2018 à minuit de mettre une pensée positive sur le Cameroun de leurs rêves. Si vous êtes infirmière dans ce pays, vous avez un rêve. Si vous êtes docteur, vous voulez des plateaux techniques plus performants. Si vous êtes journaliste, vous voulez des moyens de production, d'investigation, faire vos reportages dans les conditions les plus idéales. Si vous êtes mécanicien, vous voulez avoir un peu plus de clients. Si vous vendez des arachides, même sur votre tête, vous avez bien une idée de comment est-ce que vous voudriez améliorer votre pays et votre quotidien. Et c'est donc ce que nous appelons la révolution des petits riens. C'est une expression wallonne que j'aime bien, c'est-à-dire la réappropriation par la masse de 25 millions de Camerounais de la parole publique qui ne doit plus être la province exclusive du vuvuzela politique habituel, et que chacun de nous ici, je ne parle pas d'élection, a bien une idée de la société politique idéale dans laquelle il veut vivre. Même si vous êtes policier, est-ce que vous voulez avoir plus de respect de la population? Est-ce que la population veut être moins rackettée par vous? Si vous êtes ministre, est-ce que vous voulez avoir un département ministériel dans lequel vous êtes beaucoup plus ouvert et que la réponse à l'extraordinaire et l'énorme demande sociale est traitée dans des conditions idéales avec le budget qu'il faut? Si vous êtes cultivatrice, vous êtes pêcheur, vous êtes conducteur de taxi, de camions, de motos, chacun de nous, dans cette période, ces 2 semaines, doit écrire. Et donc, nous avons le #MyDreamsForCameroon. Vous comprenez très bien, c'est un clin d'œil à la partie anglophone de notre pays, même si je n'aime pas cette définition. Et nous avons un compte Twitter, Jeudi de la Paix, et le email c'est jeudidelapaix@gmail.com, sur lequel les gens peuvent envoyer donc leurs 140 caractères sur la société idéale qu'ils veulent. Et les meilleurs tweets seront primés, publiés dans les journaux et sur les billboards. Et j'espère que les régies publicitaires accepteront bien qu'on mette les meilleurs tweets. Et le jour du jeudi, on les mettra sur un tweet wall. L'idée, c'est vraiment, en dehors des publications, j'appelle aujourd'hui l'ensemble des journalistes de venir nous rejoindre dans ce mouvement pour qu'il y ait vraiment des pages qu'on puisse le publier. Mais l'idée, au fond, c'est que si nous arrivons à rassembler assez de pensées positives, qu'on puisse les mettre dans des tomes pour les générations futures et que l'on puisse dire, lorsque ce pays s'est retrouvé au bord du gué, les Camerounais tous ensemble se sont mis à émettre une pensée positive. Ce n'est que 140 caractères. Après, vous savez très bien que toute l'analyse sur les nids de poules, les poubelles et tout ça, on connaît. Mais aujourd'hui, il s'agit simplement d'exprimer de manière succincte le rêve que vous avez pour vous et votre pays, et que nous puissions le matérialiser sur un support et que l'on ne puisse pas se résoudre à l'idée du délitement inéluctable de notre société. C'est ça le sens. Alors, vous avez associé artistes, sportifs et quelques autres acteurs de la société. Je voudrais peut-être qu'on prenne 1 minute pour écouter, parce qu'on a tendu notre micro à 1 ou 2 de ces personnalités, oui. Un artiste, oui. Mais aussi un sportif, oui. D'ailleurs de renom, Joseph-Antoine, on va commencer par lui, oui. Qui a dit son sentiment, oui. Ses raisons de l'adhésion à cette initiative-là, les Jeudis de la Paix. Et je suggère qu'on l'écoute donc derrière le micro de Jules Leport. Il y a déjà une bonne vingtaine d'années, j'étais allé à l'UNESCO où il y avait le concept d'enseignement de la paix, des actions de la paix, de faire la culture de la paix. Et ça faisait peut-être sourire. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que oui, mais tout le monde est concerné, nous aussi. Donc je pense qu'effectivement, on ne se rend compte de l'importance des faits que quand il faut s'asseoir. Donc
la paix est effectivement quelque chose de très important, parce que sans elle, ben, vous ne faites rien, il n'y a pas grand-chose qui marche. En tout cas, pour une grande partie des gens, parce que après tout, il y a toujours quelques petits malins qui sont bénéficiaires, plus ou moins, du désordre lorsqu'il s'installe quelque part, de la violence lorsqu'elle s'installe quelque part, mais généralement on est bénéficiaire de courte durée. Oui, en fait, je crois que désormais dans notre pays, plus qu'ailleurs encore, chaque fois que nous entendons le mot paix, d'où qu'il vienne et qui que ce soit qui le prononce, nous devrions accourir et faire quelque chose. Donc, et moi, ben, j'appelle tous ceux qui sont de bonne volonté, qui auront un peu de temps. Tout le monde n'a pas le temps en même temps, mais tous ceux qui peuvent à venir chaque fois qu'on dit qu'il y a la paix quelque part. Ah ben, c'est pas d'après moi, c'est que il faut arrêter soit d'avoir un tabou, soit de faire l'autruche en faisant semblant de ne pas voir ce qui se passe. Vous savez, quand ça a commencé, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous ignorons qu'à l'extrême nord du Cameroun, il y a Boko Haram qui nous a attaqués, que nous combattons, que l'armée camerounaise combat depuis longtemps et qui a suscité beaucoup de déplacés internes et externes dans les populations. Il y a eu une quête en son temps pour pouvoir venir en aide à ces personnes-là. Et ce n'est pas parce que l'armée a semblé prendre le dessus sur Boko Haram qu'on va oublier qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il s'y passe encore sporadiquement quelque chose. De la même manière, on sait très bien que dans le sud-ouest et le nord-ouest, il se passe des choses, qu'il y a de la violence et que nos frères qui vivent là-bas, sans qu'ils soient forcément tous anglophones, mais tous ceux qui vivent là-bas sont dans des régions pour le moins perturbées et que il est temps de rappeler à tous que c'est une étincelle qui cause l'incendie et qu'au début d'un incendie, ben, il faut un verre d'eau. Avec un verre d'eau, vous arrêtez un incendie. Juste quelques minutes après, il vous faudra un seau, puis il vous faudra un tonneau, puis il vous faudra un camion, puis vous ne pourrez plus rien. Donc, il vaut mieux ne pas arriver au niveau où on ne peut plus rien. Voilà. Et ça dépend des hommes. Vous savez très bien que la paix, c'est précisément au moins quand il n'y a pas la guerre. Au moins ça. Donc, c'est vrai qu'on peut aller plus loin, mais déjà, la paix, on est obligé de se dire, mais c'est quoi la paix? C'est l'absence de guerre, c'est l'absence de violence. Voilà, jeudi de la paix, vu de Joseph-Antoine Bell, ça vous fait plaisir, hein? Oui, ça me fait plaisir, d'autant qu'on se connaît depuis Paris et il a toujours été là à chacune des étapes. Mais en fait, voilà une opportunité que nous avons tous de savoir si nous pouvons encore jouer en équipe. Et ce n'est pas la responsabilité de Joseph-Antoine Bell. Il faut que toutes les chefferies, dans toutes les mairies, de Kousséri à Bafout, des Nongal à Bipindi, de Makak à Ngaoundéré, que dans chacune de nos communes, que cela soit pris comme une œuvre collective. Ce n'est pas une chose que l'on peut faire tout seul. C'est une demande que l'on demande à tous les Camerounais de prendre 2 secondes et de dire quel est le pays idéal dans lequel ils souhaiteraient vivre. De formuler, non pas au-delà des mots d'amour, quelle est leur vision. Et tout le monde sur le même pied d'égalité. Everybody on the same level playing field. Et c'est ça qui me semble important d'inscrire dans notre conscience collective que c'est un petit moment. Et c'est pour ça qu'on a donné 2 semaines, que ceux qui n'ont pas le temps dans la première semaine et qui ont été aujourd'hui ou hier à la prestation puissent prendre le temps après ça de dire voilà, moi j'envoie. Si vous ne pouvez pas faire un tweet, vous pouvez très bien envoyer un email, et un email qui est dédié, pas plus de 2 ou 3 phrases, qui est dédié à la société politique idéale. Et cette campagne va culminer le 22 avec l'organisation d'une soirée de jeudi de la paix à Yaoundé dans un lieu que nous allons déterminer assez rapidement, mais ça n'empêchera pas à tous les autres Camerounais, où qu'ils soient sur le territoire et le triangle national, de s'organiser aussi pour célébrer ce jeudi de la paix. Il ne s'agit
dis pas simplement des Camerounais, mais tous ceux qui sont ici à des titres divers et pour lesquels le Cameroun a une certaine importance, qu'ils soient étrangers, investisseurs ou simplement Camerounais d'adoption, sont aussi appelés, au-delà des nationalités, au-delà des religions, de la couleur de la peau, ainsi de suite, à émettre une pensée positive dans le cadre du hashtag MyDreamsForCameroun à l'adresse jeudi de la paix @gmail.com et puis dans le compte Twitter du Jeudi de la paix tel qu'il s'écrit. Donc c'est une gigantesque œuvre collective qui va mettre, disons, à rude épreuve notre capacité collective à nous retrouver pour dire oui à notre pays. Alors, puisque nous sommes dans la séquence adhésion, mouvement et confession du bien fondé de cette initiative, on va écouter une autre personnalité, Oui. cette fois du monde de la culture, qui a Oui. bien accepté également de faire son témoignage et de dire pourquoi est-ce qu'elle est d'accord avec l'initiative. Je vous propose d'écouter l'artiste africain, spécialiste de la pop africaine, l'artiste Sango. Le Jeudi de la paix, c'est un concept qui a été mis en place par un garçon qui s'appelle Andy Simon. Le Jeudi de la paix, comme son nom l'indique, c'est célébrer la paix. Il n'y a rien de plus beau que la paix, en fait, pour moi. Et je trouve que le concept est super bien fait. Ça fait quelques années qu'il fait ça. Et cette année, il est question de le faire ici au Cameroun, dans les semaines qui suivent. Ce serait vraiment important que tout le monde adhère à ce projet parce que, effectivement, on voit bien ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Je trouve ça très important. Donc, j'invite les Camerounais à adhérer à ceci. Dans les Jeudis de la paix, on ne m'a pas posé la question, mais il y a un concept qu'on a mis en place qui s'appelle My Dreams for Cameroon. Moi, je suis né à Douala, dans une famille Douala. J'aurais pu naître à Ezeka, dans une famille Bassa. J'aurais pu naître à Ebolova. J'aurais pu naître à Tchang, à Bafoussam, à Tiko. Voilà. Je me sens camerounais plus que jamais. Et ma petite contribution, c'est celle-ci. C'est que j'invite mes compatriotes, mes frères et sœurs, à se tenir la main. J'ai grandi dans cet état d'esprit et je ne vois pas pourquoi est-ce que ça changerait aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on soit tribaliste au Cameroun. Je n'y crois pas. Alors, derrière ces autres personnalités, on peut avoir des noms, des gens, des soutiens qui vont accompagner l'initiative au Cameroun. Comme j'ai dit, c'est la révolution de Péter, rien. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment que le jeudi ait un pouvoir égalisateur, où ils remettent, parce que nous avons une culture de la déresponsabilisation. L'idée selon laquelle ce sont les autorités à qui il incombe de déterminer notre devenir. Et cette culture de la déresponsabilisation dont produit les incivilités que nous dénoncions ensemble tout à l'heure. Et donc pour moi, c'est tout le monde qui doit prendre le temps. On a une adresse, on a un Twitter et on a un compte Twitter et donc de pouvoir émettre cette pensée-là sur la société politique idéale. Et je pense même que les politiques, s'ils sont futés, le Premier ministre peut prendre le relais et commencer la nouvelle mandature du président en fanfare avec un projet fort porteur sur la paix, pourquoi pas. Et donc ça doit être tout le monde, chacun dans ces oripeaux de Camerounais, mais non plus en tant que, bien entendu, je connais beaucoup de gens dans le monde politique, ainsi de suite, je pourrais les citer. Sango, je lui ai demandé, il est venu parce que déjà, il était au Jeudi de la paix qu'on avait dédié à Kofi Annan, qui est un peu l'ancien secrétaire général, mais qui est l'une des personnalités africaines les plus marquantes de son temps et qui a vraiment porté haut les couleurs de l'Afrique. Et il nous avait semblé important de lui dédier une soirée spéciale. Et donc, il était venu spécialement de Paris. Mais l'idée, c'était aussi de mettre en exergue l'excellence camerounaise, au-delà de la diversité tribale. Et nous aimons toujours faire une quenelle au tribalisme, c'est-à-dire qu'au-delà de nos appartenances tribales,
on aime bien se réunir. Lui, il est Douala, moi je suis Bassa, et ça nous plaît bien d'ajouter un peu un Ewondo, un Bamleke et Hamilton à New York pour faire un peu un pied de nez à cet obscurantisme tribal qui menace de nous engouffrer tous. Donc voilà, dans ces conditions-là que... Et puis en plus, c'est quelqu'un qui a un talent énorme. Et donc tout ce qui est dans l'excellence m'intéresse. Et j'ai envie de le mettre en exergue. Et là, c'était aussi le Cameroun en force à l'extérieur, en train de montrer qu'on peut se réunir. Et maintenant, nous demandons à tout le monde d'intervenir, comme je l'ai dit, de Marois, Kousseï, alors, Bamenda, sur les réseaux Bafoud, que vous avez Kumba. cités tout à l'heure, vous dites que vous avez lancé une initiative le 26 octobre. Oui, on a commencé le 26 octobre, mais comme on était encore en train de mettre des outils en place avec mon ami Beau, qui est dans le Maguette Beau, qui est dans le digital, qui est un Sénégalais. Vous voyez que c'est une initiative qui est aussi internationale. On a des gens en Vancouver, en Afrique du Sud. On a même des Nigérians qui travaillent dessus. Donc, comme on n'avait pas encore mis en place tous les outils, on avait préféré faire plutôt profil bas et on a réservé la primeur à STV pour le sérieux que représente l'émission. Et comme tu le sais, je ne caresse pas dans le sens du poil, c'est pas le genre de la maison, c'est vraiment une appréciation qui est juste par rapport à la qualité de l'émission, dont on a pensé que ce serait bien de l'annoncer. Mais je pense aussi que nous ne pourrons pas réussir à avoir une portée nationale sans impliquer la télévision nationale, qui est notre télévision nationale, et laisser un peu avec cette césure et ces murs, et dont je compte contacter le directeur Charles Ndongo, qui m'a fait ma première interview quand j'avais 19 ans. Qui me semble être une personne humaine capable de comprendre ce type de concept pour que l'ensemble de toutes les rédactions télévisuelles, la presse écrite et la radio s'emparent de cela. Ce n'est pas le projet d'un individu, c'est un projet à caractère national, et il serait même tout à fait heureux que le gouvernement et l'opposition, je vois très bien l'ensemble de tous les candidats présidentiels dont j'ai pu admirer la verve oratoire. Alors, des jouxtes de campagne. Ce serait aussi une occasion pour eux de remettre notre pays sur les rails. Ce n'est pas de l'angélisme, c'est simplement que nous avons eu pendant trop longtemps le recours à la critique et à l'insulte, et donc nous demandons à chacun de nous dire qu'est-ce qu'il veut, quel que soit son âge, et surtout ceux de la jeune génération, et particulièrement ceux qui ont entre 10, 20, 30, 40 ans, qui sont dans les universités, qui travaillent déjà. C'est à eux d'inventer leur propre futur. Ils doivent contribuer à l'invention de ce futur et ne doivent pas être laissés entre les mains d'une manière responsable des autres. Et donc j'attends vraiment qu'il y ait une énorme mobilisation des jeunes pour dire ce qu'ils veulent dans les salles de classe, dans les universités, dans les amphithéâtres, les centres récréationnels. Qu'est-ce qu'ils veulent, et surtout aussi les jeunes filles dont la situation, vous savez sans doute que Interpol nous rapporte qu'il y a des milliers de jeunes filles qui partent d'Afrique, qui sont en esclavage un peu au Koweït, un peu partout au Moyen-Orient, dans le Maghreb. Donc il y a encore ce type de barbarie qui plane sur nos jeunes filles, et je pense que ce sera aussi l'occasion pour elles de formuler qu'est-ce qui fera en sorte qu'elles puissent se stabiliser ici et grandir dans la dignité qu'elles méritent. Et sur vos plateformes, on peut déjà au moins faire le point depuis le 26 oui, non, on va faire le point peut-être après une semaine. Pour l'instant, on reçoit des emails presque quotidiennement. Par contre, ce qui est difficile, c'est que les gens n'arrivent pas à faire 3 phrases sans faire une phrase négative. Donc, je pensais au départ que c'était un exercice facile, mais il s'avère que c'est l'exercice le plus difficile. Demander à une personne ici, dans ce pays, de faire 3 phrases sans dire quelque chose de négatif. Et donc, on renvoie. C'est aussi peut-être que chacun, vous l'avez dit, décrit un peu... D'abord le Cameroun qui déteste avant de faire sa proposition. Oui, mais il aura le temps de faire le Cameroun qu'il déteste. On a eu tellement d'années, pendant des décennies,
à décrier. Et vous savez, une famille dans laquelle le père, la mère, les enfants se maudissent ne peut pas produire du bonheur. Et je pense que logiquement, on doit penser que dans ce pays que nous passons notre temps à piétiner, à insulter, à écraser, à vitupérer, nous ne pourrons jamais atteindre cette harmonie. Que si, je ne dis pas qu'il faut une société de l'angélisme, mais je demande simplement que dans cette période, peut-être que nous pourrons tirer de toutes ces de toutes ces idées, c'est d'une certaine fraîcheur. Nous pourrons tirer de toutes ces idées une certaine nouveauté qui nous permettra peut-être de commencer à recontempler l'avenir avec confiance et en redonnant la parole à tous. Et je dis, il n'y a vraiment pas d'exception. Et il n'y a pas de hiérarchisation. Et toutes les paroles à la même. Et c'est le conglomérat arithmétique de toutes ces pensées, il me semble, qui va faire la bourrasque, qui va nettoyer et amener la lumière et éloigner les ténèbres pour que ce pays aille vers son destin qui a toujours été celui de la prospérité. Et les retours que vous avez, ils viennent de divers coins du monde? Ils viennent de divers coins du monde, surtout de la diaspora, à cause de la maîtrise de l'outil Twitter. Mais nous avons mis le email. Je crois que tous les Camerounais, à quelque niveau que ce soit, savent le manier, l'outil. Mais le Twitter, c'est simplement que lors de l'événement, on pourra passer en direct les tweets des personnes, ils pourront se voir eux-mêmes, les gens pourront les lire, ainsi de suite. Je pense que c'est un exercice qui a fondamentalement pour objet d'être pédagogique, mais aussi enrichissant. Et peut-être que les gens vont se découvrir que le rêve qu'ils ont du Cameroun, personne d'autre ne le connaissait, y compris eux-mêmes. Donc, ce sont des idées qui viennent comme ça, qui m'habitent. Et j'ai toujours fait ça, depuis toujours. Et d'ailleurs, si tu me permets d'embrayer, vous parliez tout à l'heure de la tribu et du fait qu'elle est devenue le phénomène déterminant central de l'interaction entre les Camerounais et que le risque d'éclatement provient de là. Nous, on a organisé une conférence quand j'avais 20 ans avec l'élite intellectuelle de ce pays. Et on l'a fait vraiment, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un professeur dans un pays que nous n'ayons pas invité. Et la première conférence, c'est aujourd'hui que je vois comment le tribalisme est dérisoire. La première conférence, écoutez un peu qui on a invité. On a invité dans Défense et illustration de l'université. On a invité Tabi Manga, Jean-Emmanuel Pondi, Maurice Kamto, le présidentiable malheureux. On a invité Albert Azeye, probablement l'un des meilleurs professeurs de littérature de ce pays. Il y avait Nicole Ndoko, qui était là. Il y avait le professeur Guafor. Donc déjà à un âge tendre, nous ne savions pas ce que ça voulait dire être anglophone ou être de tel ou tel type. Il y avait le professeur Roger Gabriel Lep. Et par la suite, nous avons pu inviter des gens comme Jean-Marc Ella, on a pu inviter Achille Mbembe à plusieurs reprises. D'ailleurs, à chaque fois qu'Achille Mbembe est venu dans ce pays, ça a été une foire d'empoigne pour qu'il se produise, au point qu'on devait lui changer l'hôtel chaque nuit. Et pour obtenir les autorisations, je me souviens, une nuit, il a fallu aller à l'hôtel des députés voir un monsieur qui s'appelait Grégoire Oona à 3 heures du matin pour pouvoir avoir la conférence d'Achille Mbembe à Douala. Donc, il nous avait obligés à avoir les livres du RDPC dans la conférence et une prise de parole. Mais c'est une belle personne humaine dans la mesure où il avait compris que nous étions intéressés uniquement par l'animation intellectuelle et le fait d'exposer les étudiants de ce pays à ce qu'il y a de meilleur au niveau académique. Mais quand vous voyez la composition de ces professeurs-là, vous voyez bien que le lien dont je parle entre les anciens et les nouveaux est un lien qui est pertinent et qui est important, et que quand il est en éveil, il avance. Et d'ailleurs, même j'en ai voulu pendant près de 25 ans un peu à Maurice, parce que vous savez quand j'ai... À Maurice Kamto? Oui, parce que moi j'ai le plus profond respect pour la puissance de son intellect, et je pense que son patriotisme ne peut pas être remis
en cause, mais il fait partie vraiment de ceux dont nous devrions être fiers dans le domaine du droit, et je le respecte en tant que tel. Mais je dis aussi qu'on doit avoir une fidélité par rapport aux nouveaux qui doivent nous servir de source d'inspiration, puisque quand moi j'organisais les conférences, c'est moi qui faisais l'articulation de toutes les thématiques. Donc par exemple, je vais dire à M. Roger Gabriel, là, vous allez travailler sur l'université, le développement, Tabi Manga, ça va être la définition de l'université. Et Maurice, nous avions travaillé, moi j'avais travaillé sur la thématique sur le rôle de la pensée dans une société pré-démocratique. Et donc, ce colloque-là, nous l'avions fait au Centre culturel français, et aujourd'hui, les éléments sonores existent et sont à Berlin en place. Mais moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que par la suite, lorsqu'il a fait des publications qui n'aient jamais fait référence, ne serait-ce que pour nous encourager par rapport à cette conférence fondatrice à laquelle avaient participé beaucoup de gens. Mais il en va de même avec Achille Mbembe, que j'ai invité ici à de nombreuses reprises, l'un des chercheurs qui peut revendiquer même, je crois, le titre authentique de savant aujourd'hui, mais qui ne nous a jamais donné effectivement aucun retour sur ses efforts. Et quand même à 20 ans, 21 ans, vous faites ça, moi je suis mature aujourd'hui et je n'ai pas de regrets, mais je dis que lorsque l'on traite avec la jeunesse, on doit être extrêmement clair et droit dans ce qu'on fait pour que par la suite, eux aussi puissent apporter leur pierre à la construction de notre pays. Mais je ne suis pas en train ici là de formuler des mots qui sont plus ou moins revanchards. Je dis simplement que nous devons nous réunir, nous tous, et nous, dans toutes ces individualités là, pour dire que ce pays a l'exigence de ne pas échouer. Alors, si je vous soumettais un peu à l'exercice, hein, vous demandez de simuler un message que vous enverrez pour le jeudi de la paix. En quelques mots, 144 peut-être caractères. Moi, de simuler un mot. Oui. Oui, ok. Ce que je pourrais dire, c'est que together, we are smarter, we are more prosperous. Together, we are stronger, and that's the Cameroon I want for you and for me. Simplement. That's all. Alors, la journée du jeudi 22 novembre. Mm-hmm. Dans son concept, comment vous l'entrevoyez, comment elle se déroule concrètement? Déjà, dans la mobilisation, vous dites qu'elle est universelle, finalement. La mobilisation universelle, c'est-à-dire que nous souhaiterions donc commencer avant la fin de cette semaine-là, à publier un peu les différentes expressions recueillies, mais la soirée, elle sera toujours sur le même modèle informel, c'est-à-dire on aura notre tweet wall, on aura notre partie informelle de sociabilisation autour d'un rafraîchissement, et nous espérons donc rassembler toute la société qui s'intéresse à la paix, et je pense qu'on doit le faire dans la capitale politique de notre pays, ce sera à Yaoundé. Et donc nous aurons ce tweet wall sur lequel vont défiler toutes les expressions que nous aurons recueillies. Et je pense aussi que Sango est en train de préparer un clip qui s'appelle Dilaté. C'est toi qui est Douala, je pense que ça veut dire l'union. Donc on prépare un peu un titre qui mettra en exergue. Il est possible qu'on ait aussi d'autres artistes qui viennent, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une pause de communion pour émettre une pensée positive et puissante à l'endroit de notre pays, tous ensemble, à l'unisson. Après on pourra toujours retourner à nos rivalités, mais il nous semblait important dans ce moment d'introduire comme alternative cette proposition qui recentre le débat sur l'humain et le projet humain. Alors de façon ciblée, est-ce que le projet a déjà été par exemple présenté au niveau de la diaspora? Oui, on a présenté au niveau de la diaspora, mais surtout à travers Internet.
je crois beaucoup, contrairement à ce que les gens disent, dans le potentiel de la diaspora. Et comme je disais, cette tendance que nous avons dans ce pays d'excommunier les gens ou alors de décider qui est camerounais, qui ne l'est pas, ne me semble pas être de bonne méthode et en tout cas malsaine et ne peut pas nous permettre véritablement de faire en sorte que l'harmonie que nous appelons de tous nos voeux à travers les jeudis puisse s'installer comme une vertu cardinale respiratoire de notre société. La diaspora, elle est au même titre que ceux qui sont ici au pays et je pense que ceux qui sont ici au pays ont aussi vocation à un moment donné à devenir une diaspora. Il n'y a pas une mutation génétique de la composition de notre ADN juste parce qu'on a pris l'avion. On reste toujours fondamentalement camerounais. Je sais qu'il y a des critiques par rapport à la diaspora qui seraient vocales mais qui ne feraient pas grand-chose. Mais je sais aussi que quand je vais à Tokyo, je rencontre des Camerounais qui dirigent des marchés asiatiques. Quand je vais à Singapour, j'en vois. Quand je suis à Vancouver, un peu partout, qui sont dans des fonctions. Et chaque fois que nous portons haut le drapeau de notre pays dans nos fonctions respectives, nous représentons notre pays. Et donc, il n'y a pas une façon unique de le faire. Mais la facilité et l'exposition à la technologie fait que fondamentalement, la diaspora est beaucoup plus prompte à se saisir de ce concept-là comme ça. Mais qu'est-ce qui fonde votre conviction de ce que l'idée, telle que menée, telle que conçue, va être peut-être le point d'ancrage pour, comment je vais dire ça, pour dire rattraper, pour que les uns et les autres se ressaisissent, se recentrent dans les enjeux, dans les enjeux qui sont évidemment le développement, qui sont, essayons de taire nos querelles intestines pour repenser Cameroun. Oui. Non, moi je pense que la diversité est une richesse. On ne faut même pas faire taire cette diversité-là. Il faut même en faire un caractère national. Mais ce qu'il nous faut, c'est quelque chose qui produise du réenchantement. Ce que j'appelle assez souvent le roman national. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut élaborer un narratif enchanteur autour duquel tout le monde peut se reconnaître, je pense que là, en ce moment-là, les antagonismes seront là, mais ils seront dérisoires. Je pense que quand vous êtes invité, que vous mangez un plat, que vous mangez un domba, vous ne pensez pas à la tribu. Ce qui vous intéresse, c'est la succulence du plat. Donc cette diversité-là doit être la fondation de notre nouveau caractère national et que les atrocités dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, malheureusement, doivent nous servir d'opportunité pour ouvrir une recherche et une pensée alternative sur la façon de construire une société cohérente et harmonieuse. Et je crois que ce n'est pas les partis politiques qui changent d'un pays. Ce sont les mouvements. Vous avez vu le mouvement des droits civiques. Ce sont des mouvements qui regroupent tout le monde, où il n'y a pas de division. Tout le monde a la capacité de mettre une pensée positive sur le Cameroun idéal. Et vous n'avez pas besoin d'être encarté dans un parti politique. Et je dis bien tout le monde, sans distinction de culture, d'éducation et de tribu. Et je pense que c'est cette capacité fédératrice, cette synergie qui peut découler de ce type de mouvement-là, qui peut nous permettre donc maintenant de nous remettre à travailler pour perfectionner notre société, parce que l'absence du roman national fait qu'on a des absurdités. Vous m'avez montré tout à l'heure toute une série de bêtisiers, de ce que les gens ont pu formuler ici ou là. J'ai vu cette chose absolument ignominieuse selon laquelle Oumniobé serait un héros à Boum-Yébel. Quand on a la chance d'être allé à la bibliothèque d'Akamajort à New York, au siège des Nations Unies, d'avoir écouté à peu près les 4 discours, on a les larmes aux yeux, mais surtout on est fiers, on est droit que dans ces années-là, l'un de nos ancêtres ait pu aller parler avec cette fermeté, cette clarté, sans agressivité, mais une détermination, avec une voix que seuls les justes ont pour demander que nous avions totalement le droit d'être dans la famille humaine.
C'est la même chose quand on voit les Wandje, quand on voit toutes ces personnalités-là, même quand on rentre dans l'intellect. Mais le pouvoir égalisateur de l'insulte a fait aujourd'hui que quand on parle de Tunjan Pouemi, les gens disent « Oh, c'est qui ?» Quand on parle de Roger Mila, il n'existe pas. Et donc, cette espèce de nivellement par le bas, où on ne respecte plus. Des gens qui nous ont donné pourtant une fierté, donc qui ont gagné le droit inaliénable de faire à peu près tout ce qu'ils veulent, qui nous ont donné de la joie, qui nous ont donné de la fierté, qui nous ont donné des moments immenses de bonheur. Vous pouvez aller de Roger Mila, Samuel Eto'o, Antoine Bell, mais dans l'intelligentsia aussi, quand on a quelqu'un comme Tidjane Pouemi qui a mis fin une fois pour toutes au débat sur le franc CFA. Donc, même si on continue d'ergoter aujourd'hui, quand on lit son livre, il y a mis fin une fois pour toutes en l'analysant de la façon la plus transparente, la plus claire possible. Et donc, nous avons toutes ces personnalités-là et ils ne viennent pas du même coin, mais nous devons avoir en nous la force et l'énergie de reconnaître le génie en eux, mais de les respecter. Parce que si nous n'avons pas une société fondée sur les valeurs, où tout s'égalise, où si la valeur c'est l'immeuble, où la valeur c'est la voiture, je ne pense pas que nous irons loin avec ce matérialisme-là. On n'a jamais vu vraiment le matérialisme rendre les gens heureux, mais la finesse civilisationnelle que nous avions, le voile de sentimentalité qui recouvrait les rapports interindividuels a été déchiré pour le jeter dans les eaux glacées du matérialisme que l'on célèbre aujourd'hui et aussi de la vulgarité exacerbée qui finit par nous entraîner vers ces oppositions qui sont primitives et à caractère tribal. Et nous devons retrouver ce lien-là sans nous fondre totalement dans un même moule. Et voilà ce que les Jeudis de la paix proposent. That's what the Peace Thursday concept and project. Des soutiens institutionnels, politiques aussi? Moi, je ne désespère pas. Je ne désespère pas et j'ai toujours fonctionné. Je prends mes exemples chez les enfants et chez les jeunes. Je parlais donc moi, je suis mes intuitions. Et je pense que l'enfant aussi, quand vous voyez un enfant fonctionner, quand il voit quelque chose, il le prend, ainsi de suite. Et quand vous ne donnez pas d'alternative à votre cerveau, vous y arrivez. Et je me souviens, une fois, on était arrivé à midi à la radio nationale, pendant qu'on avait des professeurs qui étaient là pour des conférences. Et Charles Ndongo nous avait dit que la conférence de rédaction avait eu lieu à 10 heures, le journal était bloqué. Mais on a pu le convaincre de changer la structure du journal de 13 heures par la détermination, mais surtout en vendant la qualité de ce qu'on allait proposer au public dans l'ensemble. Je pense que quelqu'un comme le ministre de la Jeunesse est quelqu'un qui peut effectivement apporter un soutien qualitatif parce que après nous, on a déjà presque vécu notre temps. Mais les jeunes ont aujourd'hui l'opportunité d'inventer. C'est eux qui seront là dans 30, 40 ans, qui seront arrivés à maturité. Donc, ils doivent s'impliquer. Et je crois que s'appuyant sur, par exemple, le ministère de la Jeunesse, ça peut être un point d'attaque. Je pense aussi que le Premier ministre n'est pas totalement contre. Maintenant, on verra dans la réalité des faits. Que vous en avez fait la demande et pour l'instant, vous n'avez pas encore de retour. Non, je dis simplement que moi, je suis légaliste, donc je respecte les autorités dans la vérité. Je respecte les autorités dans la vérité et je respecte aussi la structuration parce que quand on n'a plus de valeur et que tout est égal à tout, on débouche sur le chaos et la chanlie. Mais je pense que nous avons approché les services du Premier ministre, nous avons aussi approché le ministre de la Jeunesse parce que, en fait, le Jeudi de la paix fait partie d'un consortium que j'ai appelé Handy Concept for Connecting People, dans lequel il y a toute une série de concepts que nous avons élaborés et qui sont tous destinés à contribuer à l'essor culturel, politique de notre pays. Mais je pense que c'est tous ensemble que nous devons y travailler. Mais j'ai effectivement abordé cette question avec un certain nombre d'autorités. Et sur le plan politique, des soutiens?
Non, pas pour l'instant, mais je pense qu'il faudrait faire des demandes un peu plus justes et continuer dans l'explication. Je ne pense pas que les gens soient sceptiques et je n'ai nul doute. En tout cas, ma détermination est ferme. J'ai une foi aveugle dans la réussite de ce concept-là. La réussite n'étant pas le nombre, mais surtout aussi la qualité et la fraîcheur et la justesse de ce que nous allons recevoir. Les jeudis de la paix, c'est bien, mais ensuite, what next? Ben nous, je n'ai pas vocation à résoudre tous les problèmes de l'humanité. J'ai simplement pensé que ce moment précis où le pays est en péril, qu'il fallait que l'on vienne. Mais les jeudis continueront de se déployer un peu partout dans le monde. Vous savez, là, je suis en train d'aller au Canada. Et là-bas, on va faire une mutation, c'est-à-dire qu'il y aura des conférences qui mettront en musique des hautes personnalités du monde intellectuel, mais qui mettront aussi l'intelligence africaine. Donc l'un de mes rôles, c'est un peu d'inviter des Africains à venir se produire dans le campus. Et après donc ce débat-là, je pense qu'on aura des soirées consacrées au Jeudi de la paix où on continuera de dire que c'est le socle fondamental sur lequel toute société prospère doit s'appuyer. Donc ça sera une mutation du concept, mais avec toujours l'Afrique et le Cameroun au cœur de tout ce que nous allons pouvoir faire. Et l'Université de York, une faculté de sciences politiques, est la première du Canada. Donc c'est un espace de réflexion primordial, où nous pouvons même inviter des journalistes à venir dans le campus faire connaître l'Afrique, mais l'autre partie aussi, c'est d'inviter des responsables onusiens à venir se produire, et ça sera les Pisters des Lectures. Donc voilà un peu. L'initiative, vous dites, vous l'avez menée en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, à New York. Avez-vous associé certains autres amis du Cameroun pour venir ici aussi voir comment vous menez cette bataille? Oui. Là, il y a par exemple, je vous ai dit que le tweet wall a été construit par un Sénégalais, Maguette Beau. La plupart du design de ce que nous faisons a été fait par un Nigérian. Beaucoup de communication faite par une Guinéenne, une Américaine, des Canadiennes. Enfin, ne pensez pas qu'il n'y a que des femmes. On a essayé de faire un équilibre entre les hommes et les femmes. Et c'est tous des gens qui sont amoureux des idées, et qui aiment la beauté des idées, et qui aiment voir comment les idées peuvent se matérialiser, être source de progrès et de prospérité. Par exemple, là, on est en train de discuter avec le Lutetia, qui pourront animer la partie qui concerne les vins. C'est un palace parisien, ainsi de suite. Mais il y a aussi beaucoup d'intellectuels avec lesquels nous discutons. Mais nous n'avons pas voulu choisir l'angle élitiste pour que tout le monde se sente vraiment concerné. Si vous êtes chef de village, vous êtes maire, vous êtes sous-préfet, vous êtes instituteur, vous êtes cultivatrice, vous êtes couturière, tout le monde doit se sentir inscrit. Et donc, si nous allons mettre la focale simplement sur les grandes peintures, nous pensons inviter une grande personnalité internationale, parce que nous avons toujours un invité surprise. L'invité surprise, on ne peut pas donner son nom, parce que si on donne son nom, les gens viennent pour lui, alors que nous souhaiterions que les gens viennent pour l'idée elle-même. Donc, en aparté, je pourrais vous dire qu'il est invité surprise. Je reviendrai dessus. Je reviendrai sur la question, évidemment, en aparté. Je vous promets qu'avant le 22, je ne le dirai pas. Oui, non, je ne voudrais pas. Bon, il faut vraiment qu'à un moment donné, on se dise que nous sommes nés dans ce morceau d'Afrique qui a payé un lourd tribut. Vous savez sans doute que sur cette côte s'est pratiqué un esclavage extraordinaire, et on découvre aujourd'hui que le capital génétique des Camerounais, c'est chez Quincy Jones, Spike Lee, et Condoleezza Rice et toutes ces personnes-là. Mais que cette souffrance du passé doit nous instruire pour ne plus jamais répéter cela. Même quand vous voyez aujourd'hui, nous parlons de la crise anglophone.
Nous sommes peut-être les seuls peuples au monde à avoir fait une demande d'assujettissement. Tu sais que les chefs camerounais avaient écrit à plus de 3 reprises à la reine Victoria. La reine Victoria qui, au moment de l'apogée de la période victorienne, vraiment où l'Angleterre colonisait toute la planète, et en 1882, elle a opposé une fin de non-recevoir pour la colonisation de ce pays. Et donc aujourd'hui, de savoir que nous sommes les seuls à avoir fait cette demande d'assujettissement qui a été rejetée et que nous nous battons au sujet de cette même langue-là, ne me semble quand même pas être frappé au coin du bon sens, sinon une absurdité. Et donc ça doit nous pousser à la réflexion de savoir est-ce que le combat fondamental aujourd'hui est celui de se battre sur les langues héritées de la colonisation ou alors de construire une société politique juste où la majorité des gens ont droit au bonheur et vivent dans la lumière. Alors, qu'est-ce qui fonde, et ça c'est au regard quand même de certains antagonismes qu'on a pu relever tout à l'heure dans la société, le tribalisme et bien d'autres petits conflits qui animent les Camerounais, mais qu'est-ce qui fonde votre conviction en l'adhésion des Camerounais? Qu'est-ce qui vous fait croire que les esprits sont prédisposés à entendre ce discours de la paix, maintenant que, je l'ai dit un peu plus haut, les conflits prennent un peu la tête des uns et des autres? Oui, mais quelle est l'offre? Est-ce que l'offre que l'on nous fait aujourd'hui, qui est celle de la somalisation de notre continent, enfin de notre pays, est meilleure que celle d'un pays qui est stable, qui négocie son avenir dans la diversité, mais qui essaye de construire une société politique plus juste dans la civilité? Est-ce qu'on n'a pas d'alternative aujourd'hui que de rentrer dans la brousse et de commettre des actes d'atrocité, de tuer les gens, de se faire tuer? Quand on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, moi j'ai un rêve beaucoup plus, je dirais, alléchant. Pour un jeune aujourd'hui, je voudrais qu'il réussisse, qu'il réalise son potentiel. Et on ne peut pas rêver que l'option qui consiste à lui dire de vivre dans la boue comme un animal soit l'unique offre qui existe sur le marché. Donc maintenant, les difficultés, elles existent, mais je connais les Camerounais. Nous avons tous grandi dans des quartiers où le soir tout le monde se réunissait et où quand on passait la nuit, quand on arrivait dans une maison, après 20 heures on n'avait plus le droit de rentrer, on dormait dans cette maison-là, quelle que soit la tribu d'où on venait, où on passait des soirées entières à discuter indépendamment de nos appartenances tribales. Donc cette flamme n'a pas totalement disparu au profit de l'obscurantisme généralisé qui semble s'être abattu sur notre pays. Donc c'est en puisant dans les ressorts de cette mémoire qui vient de mon enfance et de ma jeunesse que je continue d'avoir foi dans ce pays, même lorsqu'on arrive à l'aéroport qu'on se fait insulter, l'aéroport qui devrait être la face de notre nation. On a toujours, en même temps, cela est suivi par des gestes de gentillesse d'autres personnes, donc qui effacent par ricochet les propos orduriers qui ont pu être tenus issus là. Donc je connais le Cameroun et je sais que le cœur des Camerounais est un cœur qui est fondamentalement fait une place énorme à la fraternité. Et c'est pour cela que je suis sûr que nous allons nous retrouver et que nous allons en effet bâtir un pays qui sera l'envie de l'Afrique et du monde. Après le 22 septembre 2018, y aura-t-il d'autres éditions? Il y aura d'autres éditions. C'est quoi les séquences? Les séquences, c'est que nous avons des réunions qui sont mensuelles. Mais comme je serai en Amérique du Nord, ça sera un peu difficile. Donc l'idée, c'est de trouver des relais sur place qui peuvent continuer. On a aussi un excellent partenariat avec Monsieur Péréal de Tradex, qui est une société au niveau de la responsabilité sociale qui a compris très tôt que les entreprises citoyennes pouvaient aussi jouer un rôle dans la stabilisation
du pays. Donc on s'en réjouit parce que ça a permis quand même de donner un nouvel élan, un nouvel essor à un concept maintenant qui va devenir global et mondial. Et je souhaite d'ailleurs que beaucoup d'autres sociétés de la place puissent nous rejoindre, puisqu'elles ont intérêt à ce qu'il y ait la paix. Si elles veulent s'épanouir et remplir leur coffre, il faut bien qu'il y ait un espace et un contexte qui le permet. C'est une juste cause et je crois que tout le monde devrait pouvoir la rejoindre. Et là, je parle du secteur privé qui a là une opportunité de montrer son intérêt pour la paix et nous sommes ouverts. Va-t-on s'attendre à un jeudi de la paix 2019, 2020, 2021? Non, ça dépendra du contexte. Ce que je souhaiterais, c'est que ça s'inscrive dans la longue durée ici, mais en trouvant des angles d'attaque avec des thématiques précises. Ça ne sera pas simplement une association pour une association, mais qu'au gré de l'évolution des dynamiques politiques, que l'on puisse trouver des thèmes qui peuvent réunir des gens et à partir desquels il peut y avoir un échange sain qui nous permette d'enrichir l'offre de propositions politiques. Et quelle place, par exemple, tiendra dans ce schéma la situation des régions du nord-ouest sud-ouest? C'est un exemple. Oui, mais justement, les messages, nous les avons développés en anglais et en français. Et c'est important que je ne vois même, la question elle va de soi, que le nord-ouest et le sud-ouest font partie intégrante du Cameroun et que le factionnalisme auquel on assiste maintenant me semble être fort regrettable et qu'il va falloir trouver les moyens de discuter. Mais je dirais par rapport à ce factionnalisme que rien ne justifie le fait de prendre les armes contre son pays. Nous ne sommes pas arrivés à ce point-là. Et ça, si nous l'acceptons, cela voudrait dire que demain, les jeunes de Maka qui n'ont jamais vu de goudron en plus de 70 ans, où ils n'ont jamais eu même un sous-préfet qui a été nommé, lorsqu'ils prendront les armes demain, il faudra bien qu'on puisse l'accepter. On ne peut pas détricoter la péréquation sur ce plan-là. Et donc, je pense que ça, c'est une faute majeure. Les grievances must be addressed in a very civil and civilized manner. And I remain optimistic. I understand that we have it in our power to begin Cameroon all over again. Avez-vous d'autres entités, par exemple, qui sont associées? Il y a d'autres initiatives en faveur de la paix, la All Anglophone Conference, par exemple. Avez-vous d'autres associations? Non, moi, ONG. I think the All Anglophone Conference is a voguish nonsense. Je ne pense pas que le renforcement de ce factionnalisme-là va nous permettre, au moment où on a besoin d'unité. Est-ce que vous allez faire aussi une All Douala, une All Sawa Conference? Comment on va continuer à faire des conférences factionnelles sur la base d'une identité factice uniquement au niveau de la langue? Moi, je parle anglais, mais est-ce que je suis anglophone? Qu'est-ce que ça veut dire être anglophone? Et je pense donc que le débat, si jamais il doit y avoir un débat, il doit être sur la construction d'un pays pluriel qui tient compte de sa diversité, mais sans pour autant qu'il y ait cette espèce de supériorité affichée de certains qui aujourd'hui exigent des choses du pays. Moi, je peux vous dire que je n'ai presque jamais rien reçu de ce pays, mais ça ne m'empêche pas de l'aimer. Mais ce n'est pas parce que dans mon village, il n'y a pas d'eau potable, qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a presque rien, que je dois me sentir autorisé de prendre les armes pour créer le chaos et la désolation. Et donc, l'expression juste des revendications est légitime dans une société de progrès, dans une société démocratique. Mais nous devons encore, aux yeux du monde, nous devons en fait trouver les ressorts
pour ne pas encourager cette compartimentalisation de nos sociétés sur des bases factices. Je vous disais tout à l'heure que s'il y a un pays sur lequel l'Angleterre a un light footprint, c'est bien le Cameroun. Parce que malgré nos demandes, nos supplications pour être assujettis, l'Angleterre n'a jamais voulu nous coloniser. Donc il n'est pas accepté. D'ailleurs, l'une des raisons pour, just to show that the UK had a very light footprint in this country, is that we speak pidgin. Tu vois. Le pidgin, c'est un peu une langue Frankenstein, qui est la langue de la défaite, qui ne véhicule aucune culture, qui n'est pas porteur de science, qui est beaucoup plus dans la rudimentarité, qui dit, puisque je n'ai pas pu maîtriser ni l'une ni l'autre langue, je vais fabriquer quelque chose qui est une sorte d'espéranto abscon, mais qui ne sert strictement à rien. Quand vous discutez avec les Zimbabwéens, ça m'a donné la chance, quand vous discutez avec les Libériens, j'étais récemment au Ghana. Et je discutais avec un taximan qui me parlait des Big Six. Il y a un carrefour, on a mis la statue de Nkrumah avec l'ensemble de tous ceux qui l'ont aidé à conquérir l'indépendance. Et c'était un taximan qui me l'expliquait dans un anglais qui était super limpide. Donc ça veut dire qu'il y a une imprégnation de la culture anglo-saxonne dans ce pays-là. Mais nous n'avons pas le droit. Il y a des combats pour lesquels on a le droit de mourir, ou on a le droit de mettre sa vie en jeu, mais nous ne sommes pas arrivés à ce point-là aujourd'hui. Mais je ne dénie pas aux gens leurs revendications légitimes, mais je dis que si nous devons refaire le Cameroun, on doit le faire ensemble. On doit le faire ensemble dans la construction d'un narratif national qui articule l'ensemble des problématiques de désespérance qui existent, sans pour autant préciser qu'il y a une hiérarchisation du désespoir chez les uns qui serait supérieur à celui des autres. Je crois qu'il n'y a pas un endroit plus désolé que celui dans lequel j'ai été élevé, dans lequel je vis. Mais pourtant, j'ai un grand-oncle, Handy Joseph Legrand, qui a participé à l'écriture de l'hymne national. Et quand vous voyez la composition de ceux qui ont écrit à l'école normale de Foulassi, vous voyez qu'il y a des Douala, il y a des Owondo, il y a des Béti, il y a des Bassa, il y a tout ça. Il y a donc au début de la construction de notre République, il y a cette diversité, mais qui n'empêche pas à des jeunes étudiants à cette époque, parmi les plus brillants, de s'asseoir pour écrire les notes et pour écrire, disons, la musique et les paroles de ce qui va constituer le socle du pays qui vient. Donc, cette diversité-là, elle existait, il faut qu'on la retrouve aujourd'hui. Mais on ne peut pas le faire avec des fumisteries partisanes. Et ce qui complique encore l'affaire, c'est que la réparation de notre société appartient prioritairement à l'État. Il y a Jean-Paul Scott qui a écrit un livre que je trouve magnifique qui dit « L'État chez lui, l'Église chez elle » et qui reprend la fameuse formule de Voltaire. Le problème n'est pas tant que la séparation de l'Église à travers la laïcisation des sociétés politiques qui a eu lieu en Europe a tranché une fois pour toutes la séparation de l'Église et de l'État. Donc on n'a pas à revenir dans ce débat-là. Je pense par ailleurs que l'Église catholique elle-même, elle a beaucoup de problèmes avec toutes ces violences sur la jeunesse qui se chiffrent par millions avec la multiplication cancérigène des églises éclairées. Et je pense qu'elle devrait peut-être plus s'occuper de ce type de problème que de rentrer dans les problématiques politiques. La raison pour laquelle je dis ça, c'est une raison logique, c'est une raison philosophique. Je travaille dans la technologie de réparation des sociétés fracturées, qui consiste à construire des accords politiques entre différents types de factions. Elle est facile. C'est-à-dire qu'il suffit à un moment donné, même si ça prend 2 mois, de tenir en compte les intérêts des uns des autres pour construire quelque chose de consensuel. Mais la construction de l'accord et la signature de l'accord, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que non seulement la mise en œuvre, mais le mécanisme de sanction et de suivi. Mais est-ce que l'Église a les capacités d'avoir un mécanisme de sanction? Seul l'État. Alors soit on nous dit cet État ne sert plus à rien, on le jette aux orties, et l'Église gère tout.
Et lorsqu'il y aura des problèmes dans l'accord, y compris des violences armées de grande ampleur, que l'Église, comme on disait, le Vatican, combien de troupes, que l'Église intervienne. Donc je crois qu'il faut être logique. Moi, je ne suis pas contre l'Église, j'ai grandi dans un collège confessionnel catholique, mais c'est un problème d'arrêter de tout mélanger et que l'État soit chez lui et l'Église chez elle. Simon Pascal Alain Andy. Oui. 90 minutes, ça va vite. J'espère que tu vas faire ton tweet sur hashtag #MyDreamsForCameroun cette nuit, où je dis de la paix pour nous dire quel est ton Cameroun et ta société idéale. Je l'attendrai. Vous n'allez pas me coller dans cette émission. Je vous en révélerai pas les grandes lignes. Donc, je vais vous laisser suivre le scroll, le fil des tweets. Oui, certainement que vous allez découvrir. #MyDreamsForCameroun, hashtag #MyDreamsForCameroun, la société idéale, le Cameroun dont on rêve tous. Il est à portée de nos mains, il est dans notre esprit, il est dans nos cœurs. Exprimez-le. Et c'est vraiment un rêve que de voir un beau Cameroun. Oui. Merci d'avoir fait à nouveau un stop ici. Je sais que vous êtes entre New York, la partie subsaharienne de l'Afrique. Oui, mais Stevie me doit une dette d'honneur. Vous me faites voyager à travers les océans. Mais c'est avec plaisir que je le fais. Je pense que chacun de nous, avec ses modestes moyens, doit aujourd'hui venir à la rescousse de notre pays et dire toujours aux gens, do not despair. We have it within ourselves. It is within our power to begin Cameroon all over again. Do not despair. Évidemment, notre plaisir est très grand de partager des idées généreuses, des idées qui contribuent à faire avancer le Cameroun, des idées pour le Cameroun, développer le Cameroun de demain. Merci encore de vous être arrêté ce soir. On espère avoir d'autres occasions à travers d'autres idées encore plus enthousiastes. Peut-être en 2019 pour le nouveau Jeudi de la paix. Pourquoi pas. Voilà, monsieur, merci d'avoir regardé cette autre édition de Entretien avec. Ce soir, Simon Pascal Alain Andy, une tête bien faite, qui évidemment donne son expertise dans la résolution d'un certain nombre de problèmes à travers la planète. Et aujourd'hui, il a souhaité contribuer et apporter du sien pour le bien de son pays, de sa patrie. Merci, bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'Entretien avec.